Bonjour et bienvenue à l'émission T, l'émission qui raconte toutes les transformations en direct aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Paris dans le cadre du forum Zéro Carbone organisé par la Tribune. Une journée un petit peu particulière parce que c'est la journée mondiale du climat, même si bien évidemment on doit lutter contre le réchauffement climatique tous les jours, mais c'est l'occasion pour nous de rappeler que des gens agissent et que les solutions existent. Les solutions, elles existent, on en fait la preuve dans notre édition spéciale climat qui sort aujourd'hui dans tous les kiosques. T'es la revue numéro 12, climat et si on changeait nous aussi. Une question qui en entraîne d'autres, parce que nous avons tous le pouvoir d'agir à notre niveau. Et aujourd'hui, nous allons discuter avec mes invités de la ville de demain. Comment pouvons-nous habiter la ville dans un futur proche et même lointain? J'ai à mes côtés 3 experts qui vont pouvoir nous répondre sur ce sujet qui nous concerne tous. Je suis ravie de vous accueillir tous les 3. Françoise Vimeux, merci d'être avec nous. Vous êtes climatologue à l'Institut de recherche, de recherche. Excusez-moi si pour le développement, merci. Clémence Béchu, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice associée à l'agence d'architecture Béchu. On évoquera avec vous ce que peut être une ville quand on la pense en entité vivante. Ça, on n'en parle pas beaucoup et je suis ravie de pouvoir en discuter avec vous. À vos côtés, Navid Rajou. Navid Rajou, vous êtes conseiller en innovation et puis vous êtes aussi le concepteur de ce concept qui fait beaucoup de bruit en ce moment, de l'innovation frugale. Alors, on parlera avec vous de la ville quand elle peut devenir une entité régénératrice. Françoise Vimeux, j'aimerais démarrer avec vous. Vous êtes climatologue, donc forcément, quand on parle de réchauffement climatique, on fait appel très souvent à vous. Alors le problème des villes, qui est assez fondamental, c'est que d'abord plus de 50% de la population mondiale vit en ville. Elles sont responsables, les villes, de presque 80%, je crois, des émissions de CO2, on va en reparler, mais en même temps, la dualité est là, c'est qu'elles sont aussi génératrices de 80% du produit intérieur brut mondial. Alors, à partir de ça, qu'est-ce qu'on fait ? Françoise, comment on peut imaginer la suite? Et puis peut-être revenir sur le contexte aujourd'hui, en tous les cas en France plus particulièrement. Oui, alors clairement, les villes sont vraiment un enjeu pour le futur. On le sait, notre climat change. Au niveau global, le réchauffement aujourd'hui, il est de 1,1 degré par rapport à la deuxième moitié du 19e siècle. En France, il est supérieur. Il est de 1,7 degré. La France se réchauffe plus vite que la moyenne globale. Et nous sommes sur des trajectoires aujourd'hui d'émissions de gaz à effet de serre qui nous emmènent vers des réchauffements de l'ordre de 3 degrés au niveau global à la fin du siècle et pas loin de 4 degrés pour la France. D'ailleurs, ça a été revu légèrement à la hausse récemment. Sachant que le réchauffement est plus marqué sur le territoire hexagonal pendant l'été que pendant l'hiver. Alors, ceci étant, on sait que les événements extrêmes, par exemple, comme les vagues de chaleur, les pluies torrentielles ou les sécheresses, vont augmenter à la fois en termes d'intensité, en termes de nombre. Pour les vagues de chaleur, elles vont être plus longues, plus précoces et plus tardives. Et donc, c'est là vraiment où l'adaptation des villes est absolument nécessaire puisqu'il y a ce qu'on appelle ce fameux îlot de chaleur lors des canicules. Et donc, vous le disiez, les villes sont émettrices de gaz à effet de serre parce qu'elles regroupent les activités et les populations. Mais je tiens quand même à dire que si on compare les ménages, si on se place au niveau des ménages, un ménage périurbain ou rural va émettre 30 à 50% de plus d'émissions, va émettre plus de gaz à effet de serre qu'un ménage urbain. Donc là, il y a des vraies interrogations, il y a des vraies questions sur la planification de l'urbanisme et sur comment on va penser les villes de demain pour en fait réduire ces émissions qui sont liées finalement aux échanges entre la ville intramuros et la ville extramuros. Ça, c'est un problème que les Français rencontrent au quotidien, dont il est difficile d'ailleurs d'accélérer le changement parce qu'on en est là. C'est aujourd'hui
aujourd'hui changer, tout le monde le sait. Psychologiquement, c'est toujours compliqué. Alors, les solutions, elles existent. Comment on pourrait faire, justement, vous qui êtes climatologue, même si je sais, vous êtes avant tout scientifique, hein, vous n'êtes pas là avec une baguette magique pour dire faut faire ci, faut faire ça, mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'on pourrait déjà mettre en place. Oui, bien sûr. Alors en fait, ce que nous rappelle le GIEC, hein, qui est le groupe intergouvernemental qui travaille sur le changement climatique, hein, c'est qu'il y a deux voies à suivre en parallèle et dès maintenant. C'est la voie de l'atténuation, donc c'est comment on diminue nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis c'est la voie de l'adaptation qui est absolument nécessaire, parce que même si nous arrêtions toute émission dès demain, eh bien le réchauffement continuerait encore pendant plusieurs décennies. Alors sur la voie de l'adaptation, pour les villes, si on prend l'exemple des vagues de chaleur, il y a des pistes, on les connaît très bien, ça passe par la végétalisation. Pourquoi ? Eh bien parce que simplement un arbre, d'abord, ça apporte de l'ombre, ça rejette de l'eau dans l'atmosphère par évaporation et ce processus a un effet refroidissant. C'est aussi améliorer, bien sûr, nos bâtiments, leur efficacité énergétique. Et là, il y a vraiment un gain, à la fois l'été, la chaleur rentre moins, et l'hiver, parce que la chaleur avec votre chauffage va moins sortir. Donc vous avez un gain tout à fait intéressant au niveau individuel, ne serait-ce que sur votre facture. Et puis on sait que repeindre des surfaces en blanc, ça permet de renvoyer la chaleur du soleil et d'éviter cet îlot nocturne la nuit. Hein. On sait par exemple que pendant certaines canicules, on enregistre des fois des températures supérieures d'à peu près 10 degrés à l'intérieur des villes la nuit par rapport à l'extérieur. Et puis il y a d'autres solutions qui sont d'avoir davantage d'étendues d'eau, davantage d'îlots de fraîcheur. Et d'ailleurs, on pourrait demander aux villes de cartographier ces îlots de fraîcheur. Et puis, l'adaptation, ça peut être aussi l'atténuation, parce que lorsque vous plantez un arbre et que cet arbre grandit, eh bien, il va absorber du dioxyde de carbone. Bien sûr. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais qu'on aborde avant de donner la parole à Clémence et qu'on parle d'autres solutions, c'est l'aspect co-bénéfice. Parce qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que la lutte contre le réchauffement climatique, ce n'est que de la frustration. Il y a aussi des bénéfices au changement. Il y a beaucoup de bénéfices qui vont concerner en premier lieu notre santé et notre bien-être. On comprend que si on a des logements mieux isolés, si on a des parcs, hein, des arbres qui nous font de l'ombre pendant les vagues de chaleur, on va améliorer notre bien-être au quotidien. Et Météo France vient de nous rappeler ou de nous dire hein, que l'été 2022 on a connu est l'été le plus chaud hein, qu'on ait connu jusqu'à présent. Et donc, je dirais même en dehors des vagues de chaleur, on a souvent très chaud et on a besoin d'avoir un certain bien-être parce que lorsque les vagues de chaleur arrivent au mois de mai ou au mois de juin, nous travaillons, les écoles fonctionnent, les universités fonctionnent, il y a des examens et donc on a vraiment besoin de penser à comment être bien au quotidien. Et puis on comprend aussi qu'il y a un co-bénéfice à avoir un bâtiment bien isolé. Alors, bâtiment bien isolé, vous me faites une transition extraordinaire, Françoise, m'amène à me tourner vers Clémence Béchu. Donc, je le rappelle, vous êtes directrice associée, directrice aussi du développement de l'agence Architecture Béchu. Et alors, vous vous inspirez du biomimétisme, vous vous inspirez de la nature. Vous allez nous expliquer ce que c'est en fait que de penser la ville comme une entité vivante. Et puis, on donnera deux exemples pour que nos viewers puissent comprendre. Merci. Donc tout à fait, nous on s'intéresse depuis de nombreuses années à la démarche biomimétique, bio-inspirée au sens plus large. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une démarche d'innovation qui consiste à s'inspirer des principes du fonctionnement du vivant pour innover durablement. Donc innover durablement pour des raisons d'économie énergétique, de gestion, d'économie en matière de structure, et puis à plus large échelle de meilleure organisation des usages. Pourquoi ? Parce que le vivant il est naturellement organisé pour répondre donc à ce double challenge qu'ont les villes, qui est celui de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation au changement climatique, avec un fonctionnement permanent sur deux piliers. Qui sont tout d'abord la sobriété, donc le vivant d'une manière générale fait avec ce qu'il a, tant à l'échelle du minuscule qu'à l'échelle d'usages plus à notre échelle. Par exemple, il utilise un certain nombre de matières réduites pour développer l'ensemble de ces structures, les principales étant le carbone, l'azote,
l'hydrogène, ou l'hydrogène par exemple, il fonctionne de manière à faire avec ce qu'il a. Je prends un exemple qui est très parlant, qui est par exemple le castor. Le castor, quand il cherche à faire son barrage, il ne va pas chercher le bois à 300 km de chez lui, il regarde autour de chez lui d'abord. Et puis le deuxième pilier qui est fondamental pour la nature, c'est justement cette approche écosystémique. En fait, dans le vivant, on observe sous toutes les échelles des coopérations permanentes. Ça va être aussi bien l'arbre et les arbres entre eux dans leur manière à communiquer au travers du réseau de mycorhizes que, par exemple, une image qui est aussi très parlante, le requin et ses poissons pilotes, l'un protégeant les deuxièmes et le deuxième nettoyant le premier. Voilà, et donc nous, on travaille de cette matière-là pour pouvoir implémenter et concevoir des structures de bâtiments ou de quartiers qui aient cette double vocation d'atténuation et d'adaptation. Alors là, c'est complètement fascinant. Alors pour que nos viewers puissent comprendre complètement comment ça fonctionne, on a 2 exemples en fait à montrer à nos viewers. On va commencer par la tour des Deux à Courbevoie, je crois. La tour des Deux, si la régie voulait bien nous passer la tour des Deux, voilà. On la voit là sur l'écran pour que Clémence Béchu puisse nous expliquer en fait comment vous êtes inspirée pour créer cette exostructure. Oui, alors la tour des Deux, c'est une tour qu'on a conçue et qui a été construite à la Défense en 2013, qui est donc une exostructure inspirée du vivant. Donc, dans le vivant, à l'échelle de l'œil nu comme à l'échelle du minuscule, il y a beaucoup d'exostructures. On a un intellect humain rationnel qui est souvent très rassuré quant au fait d'avoir des structures ou des structures qui soient pleines. En réalité, dans le vivant, beaucoup de structures sont poreuses et assurent une solidité nettement supérieure. En l'état, l'idée était de pouvoir proposer un projet qui s'insère dans une emprise au sol très contrainte, dans un environnement déjà très construit, de pouvoir dégager des courbes qui fassent des politesses à leurs voisins, tout en trouvant une solution d'innovation qui permette de minimiser l'empreinte carbone. Alors en travaillant à partir de l'observation de différents exosquelettes, et notamment du périoste de l'os, on a conçu cette exostructure qui est donc une structure porteuse qui a permis de minimiser le besoin de l'emprise du noyau en son sein en béton de 30% par rapport à une tour de même gabarit. Donc on a là une réponse hyper efficiente puisque par rapport à une tour de même gabarit, on a construit celle-ci avec 30% de matière en moins. Oui, ce qui n'est pas négligeable quand on parle d'atténuation, justement. Un autre exemple, puisqu'on parle aussi du vivant, qui est assez symbolique, en tous les cas, moi, je le trouve extrêmement symbolique. Voilà. Là, on est en Russie, vous allez nous en parler, parce que ce bout de lotissement que nos viewers voient, eh bien, c'est assez incroyable, mais vous vous êtes inspiré d'un groupe de manchots pour imaginer ce lotissement à Skolkovo, je crois. À Skolkovo, oui. Alors là, on se trouve en Russie, au sud-ouest de Moscou, au sein d'un grand pôle d'innovation qui s'appelle le Skolkovo Innovation Center, divisé en différents quartiers. Donc nous, on a travaillé sur le quartier servant à loger les chercheurs de ce pôle d'innovation et leurs familles, avec à l'origine un schéma directeur imposé qui était en forme de cercle. Dans un contexte climatique très contraignant, où il peut faire très très froid en hiver, jusqu'à moins 40 degrés. Et donc là, tout l'enjeu était de réfléchir à partir de quelle population animale on pouvait aller chercher de l'intelligence pour répondre à cet enjeu de la gestion énergétique. Et à partir de l'observation, en observant les pingouins et les manchots sur la banquise, on a trouvé que cette organisation en cercle concentrique pouvait être intéressante. Et on a cherché à comprendre comment est-ce que cette organisation sociale là et pourquoi était organisée. Et donc on allait travailler avec des biologistes locaux pour essayer d'extrapoler cette intelligence et réussir à intégrer ce dessin naturel de la nature, de l'organisation des pingouins qui s'organisent les uns par rapport aux autres de manière à générer des îlots de chaleur naturels. Voilà. Et donc
à partir de notre idée intuitive, on a nourri notre dessin de cette data scientifique grâce à des nouveaux outils de conception qui existent et qui permettent justement de transformer l'intelligence du vivant en intelligence de conception. Et on a obtenu cet ensemble de maisons, donc il y a 90 maisons, qui sont organisées par sous-lot de 10 maisons, orientées les unes par rapport aux autres, de manière à aller rechercher ces îlots de chaleur souhaités. Et donc en plein hiver, lorsque vous êtes en dehors du quartier qui fait moins 40 degrés, il en fait moins 35 à l'intérieur des maisons. Et donc, évidemment, au sein de chaque cercle de maison. Et avec un avantage évidemment très positif en termes de minimisation de besoins de chauffage. Et c'est un projet qui est livré depuis 2016 et qui est suivi scientifiquement chaque année et qui prouve encore une fois l'efficience de la démarche à cette échelle-là. Bravo, en tous les cas. Les solutions sont aussi dans la nature. Ça me fait me tourner vers Naviraju, puisque si les solutions sont dans la nature, le lien se fait vers la frugalité. On n'a pas besoin de grandes technologies parfois pour être innovant. Et alors vous, Navi, vous allez encore plus loin. Quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit zéro carbone, c'est bien, une ville zéro carbone, c'est bien. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire encore mieux, carbone négatif, et voir encore mieux une ville régénératrice? Alors là, ce serait vraiment intéressant que vous nous expliquiez comment on peut arriver à tout ça. Bien sûr. Alors tout d'abord, il faut partir de l'existant parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de développement durable et une entreprise ou une ville qui aspire à devenir durable essaie de faire deux choses. Premièrement, réduire son empreinte carbone et deuxièmement, recycler ses déchets. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Alors rien que ça, on peut faire ça à grande échelle de plus en plus dans les villes. Alors deux projets hyper inspirants. Le premier, c'est Renaissance Textile qui vise à créer une filière textile inclusive et circulaire à Laval, en Mayenne. Et la grosse usine va recycler 30 millions de vêtements par an, réduisant ainsi un facteur de 10 les émissions carbone du secteur textile, réclamant aussi notre souveraineté industrielle en textile, parce que 95% de textile consommé en France est importé. Deuxième projet qui intéressera probablement Clément, c'est à Sévran, en Seine-Saint-Denis, le projet Cyclitaire, qui vise à recycler 35 000 tonnes de déblais générés par le projet Grand Paris. Et créant aussi une filière de construction avec de la terre crue. Donc c'est aussi reviver en fait des savoir-faire qui sont perdus. Donc ça, on peut faire assez bien dans les villes. Ça peut avoir un effet assez extraordinaire. Le deuxième niveau, ce serait dire finalement, est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de décarboner? Je suis franco-américain et ce qui me fascine, c'est qu'aux États-Unis, ils ne veulent pas décarboner. Ils veulent, si je peux utiliser un néologisme, c'est surcarboner. C'est-à-dire comment on peut surcycler en appliquant l'esprit de l'économie circulaire. Comment on peut valoriser le carbone? Alors, il y a des exemples intéressants. Par exemple, en France, il y a Carbon Works qui capte le carbone et transforme ça en matière première naturelle, comme l'engrais, ou Carbicrete au Québec qui crée du béton sans ciment en utilisant des sous-produits industriels et du CO2 capté. Et ensuite, effectivement, on peut aller à un niveau encore plus supérieur, se dire finalement, au lieu de faire moins de mal à la planète, est-ce qu'on ne peut pas faire consciemment plus de bien, comme la nature le fait très bien, parce que la nature, elle est généreuse, et c'est ce qu'on appelle la régénération. Alors, ça peut être une entreprise régénératrice, c'est le cas d'Interface, qui est un leader mondial de revêtement de sol, qui a construit une usine altruiste qui offre 22 services écosystémiques à la communauté locale, comme de l'eau potable ou de l'énergie propre, qui est générée par le processus de fabrication. Ça peut aussi être des tours à énergie positive, comme les tours Elitis à Strasbourg et à Dijon. Ils vont en construire d'ailleurs une centaine à travers l'Europe. Et puis ensuite, c'est comment envisager des villes et des régions régénératrices. Et là, une des régions pionnières, c'est en Italie, la région Émilie-Romagne, dont la capitale est Parme. Et eux, ils ont lancé un programme qui s'appelle Régénération 2030, qui aspire à devenir une région régénératrice avec 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'agroécologie, transitionner vers l'agroécologie en utilisant des personnes en difficulté, donc c'est la régénération sociale. Deuxièmement, c'est renaturaliser la ville avec une forêt urbaine. Il faut savoir que Parme a été déclarée comme la ville créative par l'UNESCO. Donc l'Ordre des architectes de Parme a créé une charte qui s'appelle la régénération participative, où ils engagent les citoyens dans des projets de rénovation d'urbanisme.
Okay. Je voudrais juste revenir sur le CO2. Parce que pour que ça soit clair pour nos viewers, parce que c'est un petit peu nouveau quand même pour le grand public, et c'est vrai qu'avec la revue, avec notre émission, on touche un public un petit peu plus large que les experts habituels de la tribune. Vous êtes en train de nous expliquer qu'on peut utiliser le CO2, le capter et le réutiliser. Ça, c'est un petit peu nouveau pour tous les citoyens, c'est-à-dire qu'il y a quand même de l'espoir. Absolument. D'ailleurs, les Américains, ils ont estimé ce marché, ils appellent ça le carbon tech, à 6 000 milliards de dollars, 6 trillions de dollars. D'où l'intérêt aussi économique. Économique, exactement. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'à partir de 2023, il faut arrêter de parler de la crise climatique et parler d'opportunités climatiques. De parler pardon d'opportunités climatiques. Opportunités climatiques. Alors là, je me tourne vers Françoise. Françoise Vimeux, la climatologue. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, l'idée de capter du CO2 pour régénérer la ville et parler d'opportunités climatiques? Alors, il y a deux choses différentes. Le captage, stockage du dioxyde de carbone, ça fait partie de la solution, mais ça ne peut pas être que la solution, parce que d'abord, ça a un coût, parce qu'aujourd'hui, les technologies ne sont pas complètement au point. Alors, bien sûr, il y a l'espoir qu'elles le deviennent, mais en fait, c'est une sorte de pari. Et donc, on ne peut pas compter uniquement sur cet aspect-là. Après, sur les opportunités au sens large du terme, je suis tout à fait d'accord, et ça rejoint ce dont nous parlions tout à l'heure sur les co-bénéfices. Si on parle de la ville, si on parle de l'urbanisme, on sait qu'un moyen de réduire les émissions du post-transport, qui représente à peu près 30% des émissions en France, c'est de raccourcir les distances, je dirais bêtement, entre les domiciles, les écoles, le travail. Donc il y a vraiment des opportunités parce que tout le monde sera content d'habiter plus près de son travail, de pouvoir aller à pied ou en vélo, ou même emmener ses enfants à l'école à pied. Donc pour moi, il y a vraiment des opportunités et des co-bénéfices à avoir des changements structurels, c'est-à-dire pas uniquement des changements au niveau des territoire par territoire de manière fragmentée, mais des réflexions beaucoup plus systémiques et qui vont à chaque fois amener des co-bénéfices. Et je pense d'ailleurs qu'on ne communique pas assez sur ces co-bénéfices. On ne dit pas assez que s'adapter au changement climatique, ça peut finalement nous rendre la vie plus simple, plus agréable. Personnellement, j'aimerais bien pouvoir aller en vélo au travail si j'avais des pistes cyclables, si j'avais un trajet sécurisé entre mon domicile et mon travail. Oui, en plus, nous l'avons vécu en direct, nous, Françoise, si on peut faire un peu de l'anecdote, où ça a été très compliqué pour faire une première interview, puisque vous êtes la grande invitée de la revue qui sort donc aujourd'hui. Clémence, j'aimerais bien qu'on évoque aussi avec vous, puisque vous êtes cofondatrice de The Climate Company. Alors ça, c'est quand même aussi important parce que vous êtes quelques-uns à avoir lancé cette start-up autour justement de cette entité vivante, mais pas que. J'aimerais bien que vous nous évoquiez justement tout le travail que vous faites avec vos cofondateurs et votre start-up. Alors, The Climate Company, c'est donc une start-up qui a pour vocation de travailler sur ce sujet clé de l'adaptation, qui a été créée par deux personnes fantastiques aux compétences complémentaires dans le domaine scientifique et technique. Donc un climatologue spécialisé en recherche entre le changement climatique et sa relation avec la santé publique en milieu urbain, et un expert spécialiste du développement d'applications privées à partir de l'observation satellitaire. Et voilà, donc nous, ce qu'on a cherché, c'est développer un outil d'aide à la décision qui permettent aux villes et à ces différentes échelles, à l'échelle de l'homme, à l'échelle du bâtiment, de pouvoir justifier du bon choix de la solution d'adaptation utilisée. On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, en matière d'adaptation, il existe pléthore de solutions. Ceci dit, étant donné que les bouleversements vont encore s'accroître et de manière de plus en plus inattendue et de manière de plus en plus brusque, on a besoin de pouvoir avoir des outils qui, au quotidien, nous permettent d'arbitrer et de piloter la bonne utilisation de solutions au bon endroit. Je m'explique, végétaliser, c'est fantastique. D'abord, c'est beau, ça fait du bien, effectivement, et c'est vrai que c'est vraiment
un des aspects positifs de cette révolution de la ville qui est en cours. En revanche, pour des questions d'usage, on ne peut pas non plus végétaliser partout. Et donc, il est intéressant de savoir où est-ce qu'il est, sur les 20 ans à venir, en termes de gestion du risque, plus pertinent de végétaliser par rapport à d'autres endroits. Voilà, c'est un moyen de pouvoir piloter au mieux le levier santé publique, mais économique également. Merci. On parle beaucoup de solutions, de co-bénéfices, d'outils. Navi, vous qui partez beaucoup à la rencontre des décideurs, qui voyagez beaucoup sur tous les territoires. Il y a un coup à Paris, à Lyon, à New York, un petit peu partout. Comment on pourrait faire pour accélérer justement le cadre législatif? Parce que c'est là aussi où ça pêche. C'est pas toujours simple de mettre en œuvre ces solutions. Or, on le sait, nous on le défend à la tribune et vous aussi, parfois ça bouge beaucoup plus sur les territoires en France. Oui, absolument. D'ailleurs, il y a des territoires en France qui s'engagent à devenir, par exemple, énergie positive. Je pense à l'Occitanie ou le Grand Est. Donc les 8 mois que j'ai passés cette année à visiter mon territoire, c'est pour aussi comprendre en fait ce sentiment de solidarité, quoi. Donc en fait, tout le monde se met dedans, et les entreprises, les collectivités territoriales, les ONG. Donc ça accélère plus vite. Justement, il y a une prise de décision qui est accélérée aussi, quoi. Et aussi un cadre réglementaire au niveau du territoire qui soutient ça. Et aussi, il faut voir aux États-Unis qu'on décrit un peu comme un pays capitaliste. Il s'avère que des villes comme New York ou l'État de Californie, justement, imposent des nouvelles lois pour justement encourager la régénération. C'est-à-dire qu'ils veulent justement que les nouvelles constructions soient utilisant des matières, par exemple, à carbone négatif. Donc tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que même des entreprises comme Interface ont fait ce qu'on appelle du lobbying positif, pour faire changer le cadre réglementaire, non pas pour défendre l'intérêt traditionnel, mais pour justement accélérer la transition écologique. Donc effectivement, on commence à voir aussi ce concept de lobbying positif, où même les entreprises un peu éclairées commencent à changer l'état d'esprit législateur pour justement créer un cadre réglementaire qui serait conducteur à l'adoption de ces solutions régénératrices. Alors, lobbying positif, ça c'est sûr qu'on est dans une presque révolution sociétale quand on évoque ces mots, mais ça fait un peu rêver, certes. Il y a un autre mot aussi qu'on entend beaucoup en ce moment, et j'aimerais bien que chacun d'entre vous me donne son avis, c'est le mot sobriété. Parce que sobriété, bon, alors oui, c'est une évidence, mais c'est souvent relié à la décroissance. Décroissance, si on veut qu'il y ait une justice sociale pour tous, c'est un petit peu compliqué. Françoise, d'ailleurs, nous l'avions évoqué quand on s'était rencontrés la première fois, et vous m'avez donné un exemple très très flagrant, c'est-à-dire que c'est bien effectivement de baisser son chauffage l'hiver, là, qui est assez dur là, pour le coup en ce moment, mais on ne peut pas demander à des gens qui ont déjà du mal à se chauffer de baisser le chauffage. Donc comment on parle de sobriété à tous ? Alors d'abord, je crois qu'il faut rappeler que sobriété, c'est un mot qui vient de l'anglais, qui a été traduit en français par sobriété, mais en anglais, le sens est un peu différent. Le sens de sobriété, c'est vivre dignement, correctement, en utilisant les moyens nécessaires pour cela, mais pas plus. Si je le résume avec mes mots et de manière très simple. Et donc, il y a la notion de dignité pour tout le monde et de justice sociale dans le mot sobriété. Et il n'y a absolument pas la notion de décroissance. Et je pense que, c'est ce que je disais dans l'interview, la sobriété, c'est aussi une sorte de bon sens. A-t-on vraiment besoin d'éclairer des vitrines la nuit? A-t-on vraiment besoin de chauffer tous les bureaux la nuit? Et nous-mêmes, chez nous, a-t-on vraiment besoin de laisser une lumière allumée parce qu'on vient de passer et qu'on repassera dans une demi-heure? Donc, c'est pour moi une sorte de bon sens, et je crois que le mot sobriété a été un peu détourné de son sens initial, qui était celui que le GIEC a donné et a utilisé. Bien sûr. Alors, vous parliez justement de la ville de lumière. Me vient souvent en tête, c'est beau une ville la nuit. Alors, je parle à Clémence et votre agence d'architecture. Comment on fait pour rendre une ville plus sobre, mais qui puisse rester belle? On pense à ces grandes cités comme New York qui sont magiques quand elles sont illuminées la nuit, ou Tokyo. Est-ce qu'il faut vraiment tout éteindre? Il y a d'autres solutions? Alors déjà, la beauté est une notion très subjective. Moi, je vais plutôt rebondir sur ce que disait Françoise. Effectivement, il faut remonter au sens premier de la sobriété, qui encore une fois est quelque chose de fondamental qui existe dans le vivant, dans la nature dont nous faisons partie autour de nous. C'est une démarche qui invite aux échanges et à la coopération, en fait, qui n'est pas une punition.
et qui au contraire, et surtout, je pense que c'est important de le dire, en fait, la sobriété, plus elle sera partagée, plus elle sera belle, et plus on la partagera, plus on la rendra généreuse. Et donc voilà, une ville sobre, une ville belle parce qu'elle est devenue sobre, c'est une ville qui aura su cultiver cette générosité et ce partage. Alors, générosité et partage, ça me fait penser à la frugalité, au vivre ensemble, à comment un cerveau collectif peut inventer. C'est un peu le cœur de votre philosophie, vous, Navi. On peut appliquer ça aux villes aussi ? Oui, absolument. Je pense que d'ailleurs, moi, je parle d'innovation frugale et non pas juste frugale, parce que pour moi, la sobriété ne peut jamais être une finalité, quoi. Ça peut être un moyen, un levier, parce qu'en fait, on aspire tous à plus de confort, plus de bien-être. Donc, pour moi, c'est plutôt comment on fait mieux avec moins et non pas juste viser moins, quoi. Et aujourd'hui, malheureusement, la sobriété, on se focalise trop sur la réduction de ressources, comme l'énergie, etc. Mais les villes qui seraient régénératrices, en fait, elles visent à maximiser, je dirais, le bien-être et le plein potentiel de tous les habitants, tout en essayant d'être sobre ou même régénérant les ressources. Donc, quelque part, la sobriété n'est qu'un moyen, en fait. Mais la finalité, la raison d'être d'une ville, pour moi, c'est vraiment comment maximiser le bien-être et libérer le plein potentiel de ses habitants. C'est là qu'il faut commencer. Alors, si on donne des exemples, si on libère le potentiel de bien-être, parce que, par exemple, on peut récupérer de la data de certaines entreprises pour chauffer les immeubles. On peut aussi devenir, nous, on imagine pour la suite, on a une voiture électrique, des bornes chez soi. Alors, dans une ville, peut-être pas, mais il y a aussi des maisons de ville. Devenir aussi producteur d'énergie. Enfin, il y a tout un tas de choses à imaginer concrètement. Quels sont les exemples qui pourraient être à même d'être créés dès demain, qu'on pourrait donner justement à nos viewers qui s'interrogent et qui souvent se disent mais qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour aller jusqu'à la sobriété? Quels sont les exemples que vous pourriez donner? Moi, j'ai des exemples bien sûr, mais je pense que je vais quand même mettre l'accent sur deux choses. Vous avez dit les villes contribuent à 90%, je crois, au niveau mondial. Voilà, niveau mondial, alors, voilà. Le produit intérieur brut, et c'est 75% d'émissions de CO2. Eh ben, je veux dire quelque chose de controverse. Peut-être qu'il ne faut pas utiliser le PIB, parce que justement, si on dit que c'est le maximiser le bien-être qui devient important pour les villes, ben, il faut déjà utiliser d'autres indicateurs pour commencer, pour voir vraiment est-ce qu'on arrive à faire mieux avec moins, c'est-à-dire en focalisant sur la qualité de vie et non pas la quantité de vie. Ça, c'est important. Deuxièmement, et ça aussi c'est controverse, et ça, je peux dire, c'est l'hôtel de ville, parce qu'il a été pionnier de ça à Paris, c'est ce qu'on appelle l'innovation citoyenne, c'est-à-dire qu'il faut vraiment co-créer des solutions sobres avec les citoyens. Et moi, je crois que la définition de l'éco-anxiété, aujourd'hui, c'est l'écart entre la prise de conscience de la crise environnementale et moi, en tant que citoyen, l'incapacité d'agir. Et donc, je crois que vraiment, dans les villes, il faut créer un modèle d'innovation participative où les citoyens font partie de la solution, quoi. Pour l'instant, tout ce qu'on leur dit, c'est il y a un problème, au secours, quoi. Peut-être qu'il faut arrêter de dire qu'il y a un problème. C'est pour ça que moi, je suis là à partir de 2023. Mon engagement personnel, je vous le dis, c'est je vais commencer à reframer, comme on dit en anglais, c'est-à-dire changer de perspective et de dire arrêtons de parler de crise climatique, commençons à parler d'opportunités climatiques. Surtout que vous, par exemple, Clémence, quand on voit le projet, enfin pas le projet, la tour des deux avec son exostructure, vous avez quand même utilisé moins pour faire une très belle tour. Donc c'est possible, vous le prouvez. Oui, tout à fait, c'est possible. Et effectivement, cette crise climatique, en fait, elle représente une opportunité. On est au début de la fabrique d'un nouveau monde, avec évidemment toutes les difficultés auxquelles on va faire face, mais sur lesquelles on va rebondir, parce que l'économie qui est en train de se construire et qui est une économie d'avenir pour nos enfants, c'est l'économie du climat. Il y a beaucoup de métiers qui sont en train de naître. Il y a une étude qui remonte déjà à 2 ans, stipule que 80% des métiers qui existeront en 2030 n'existent pas aujourd'hui. En tout cas, n'existaient pas il y a 2 ans. C'est vrai que depuis 2 ans, il y a déjà des nouveaux métiers qui sont apparus. L'autre jour, j'étais en rendez-vous et avec différentes personnes du monde de l'immobilier, de la construction, et j'avais quelqu'un à mes côtés qui s'est présenté comme étant carbologue, donc m'expliquant que chacun a son cardiologue, quand il a besoin d'aller voir un médecin du cœur, mais qu'aujourd'hui dans les entreprises, il y a ce nouveau métier de carbologue pour suivre justement les enjeux du carbone. Et voilà, peut-être préciser que cette tour des deux, effectivement, c'est un des exemples parmi lesquels sur lesquels on travaille, et puis parmi beaucoup d'autres exemples sur Terre, heureusement, mais que sa raison d'être,
c'est aussi parce qu'il a été l'objet d'un travail interdisciplinaire entre des concepteurs, des ingénieurs, des scientifiques. Et voilà, juste pour souligner ça, ce monde dans lequel on est rentré aujourd'hui, on peut pas le faire chacun, on peut pas le dessiner chacun de notre côté. On fait pas du bas carbone chacun dans son coin, on fait pas de l'adaptation chacun dans son coin. Il est nécessaire aujourd'hui de rentrer dans une approche holistique avec vraiment des coopérations interdisciplinaires à chaque échelle pour remettre la science autant que possible dans le quotidien de chacun. Ah bah, la science, justement, Françoise, et je suis vraiment ravie que vous puissiez être là ce matin, c'est que souvent on dit que les scientifiques ne sont pas assez écoutés, ne sont pas assez entendus. Ça, vous l'évoquez assez souvent. Et c'est pour ça que vous partez, pas en croisade, c'est pas tout à fait ça non plus, mais il manque aussi un peu de pédagogie auprès du grand public pour qu'on comprennent justement qu'il y a des opportunités, qu'il y a une économie qui pourrait être qualitative et non plus l'économie du gaspillage. Oui, moi ce que je dirais sur cet aspect, c'est que les résultats scientifiques que nous accumulons au niveau national et international, il y a des milliers de chercheurs sur cette thématique, ont fait qu'à un moment donné, nous avons été obligés de sortir des laboratoires pour mettre sur la table les résultats, où est-ce que nous en sommes et vers où nous allons. Je crois qu'on fait énormément d'efforts pour aller, j'allais dire, à droite, à gauche, expliquer le plus pédagogiquement possible. On pourrait être relayé aussi par des personnes dont c'est vraiment le métier de faire la médiation, parce que lorsque l'on fait cette médiation, on n'est plus dans nos laboratoires pour faire de la recherche. Donc là, il y a tout je dirais, une discussion à avoir aussi sur notre place dans la communication et dans la décision. En tous les cas, merci d'être venu jusqu'à nous. Eh bien, il va nous falloir rendre l'antenne, figurez-vous. On arrive à la fin de l'émission. J'étais vraiment ravie de vous avoir tous les trois. C'était riche de conversations, riche de solutions. Voilà, aujourd'hui, on est dans une économie de solutions que je partage vos points de vue. Il est temps pour moi de vous rappeler aussi quand même une dernière fois que la revue est en kiosque aujourd'hui. Si vous voulez découvrir d'autres solutions, puisqu'elles existent, eh bien je vous invite à vous rendre en kiosque et sur notre boutique en ligne. Pour ma part, je vous retrouve dans le cadre d'une autre émission de T, l'émission qui raconte toutes les transformations sur latribune.fr. À très bientôt. Au revoir.